Histoire de la recherche. La 6e saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche clinique proposée par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsay Santé. Au sein du groupe Ramsay, de nombreux médecins portent des projets de recherche clinique innovants dans différentes spécialités. Et pour en arriver là, il a fallu des décennies de recherche scientifique. Dans ce podcast, ils nous racontent l'histoire de la recherche dans leur domaine. C'est une maladie hyper médiatisée depuis quelques années. Qu'est-ce que l'endométriose ? L'endométriose touche une femme sur 10 au moins en France. On vous parle aujourd'hui de l'endométriose, cette maladie gynécologique causée par la... On entend beaucoup parler de l'endométriose, mais que savons-nous sur l'histoire de la recherche sur cette maladie qui toucherait une femme en âge de procréer sur 10 ? Professeur Pierre Collinet, chirurgien gynécologue à l'hôpital Ramsay-le-Bois à Lille, un des centres experts sur la pathologie, nous raconte l'histoire de la recherche sur la physiopathologie, le diagnostic et le traitement de l'endométriose. Cette histoire débute en 1860. En France, Victor Hugo écrit les dernières lignes des Misérables. Aux États-Unis, Abraham Lincoln devient président et en Autriche, sous le règne de Sissi l'impératrice, un certain pathologiste fait une découverte majeure. C'était un monsieur qui s'appelle Rokitansky qui avait confirmé la nature histologique de cette maladie. Et c'est important de noter parce que dans les siècles précédents, et en particulier au XVIIe ou au XVIIIe siècle, cette maladie l'endométriose était plutôt associée à des maladies psychiatriques associées à l'hystérie. On tente de déchiffrer ici le sens de l'hystérie, exprimant un conflit dont la nature sexuelle est évidente. Je ne suis pas folle, vous savez. Et après, je dirais, l'essor, bien sûr, a été globalement assez récent, en fait, puisque c'est au XXe siècle où on a eu les premières descriptions et schémas complets des différentes localisations d'endométriose, aux alentours de 1920. Et les premières explications, cette théorie du reflux menstruel par les trompes, qui a été décrite par Samson, remonte à 1927. L'histoire de la recherche sur l'origine de l'endométriose s'écrit encore au présent. Parce qu'il y a plein d'autres hypothèses. Il y a des hypothèses qui pourraient penser que globalement, il pourrait y avoir une cause embryonnaire. Il y a d'autres théories un petit peu les mêmes que pour la cancérologie, où on pourrait avoir des localisations à distance, des migrations, qu'elles soient lymphatiques ou vasculaires. Il y a d'autres théories sur le plan héréditaire. Il y a même des mutations chromosomiques qui ont été notées, en particulier sur le chromosome 7. Et il y a une littérature très riche et foisonnante sur le sujet. Et après, il y a des nouvelles théories aussi sur la problématique de l'environnement. Certains toxiques pourraient évoquer le fait qu'il y ait plus d'endométriose à l'heure actuelle. Et tous les praticiens, on est très en attente de ces travaux de recherche pour justement pouvoir avoir une action thérapeutique avant l'arrivée des lésions. Et malheureusement, à part donner la pilule aux jeunes femmes pour essayer de ne pas voir progresser l'endométriose, mais on n'a pas de moyens de prévention. C'est un vrai sujet. Une fois la maladie et sa cause identifiée dès le 19e siècle donc, il faudra attendre de nombreuses années avant qu'elle soit diagnostiquée. Globalement, les confirmations d'endométriose ont été des confirmations qui étaient faites pendant les interventions, puisqu'on voyait des lésions qui étaient, je dirais, typiques d'une endométriose. Et donc, globalement, les premiers diagnostics visuels, les diagnostics histologiques ont été faits aux alentours des années 1950. Et c'est là où on a commencé à vraiment parler de cette maladie. J'ai une endométriose ovarienne bilatérale. Et j'ai de grosses difficultés pour avoir des rapports, je souffre terriblement et je sens que mon mari se détache, involontairement, je m'en sens responsable. Est-ce que déjà ça représente pour vous un drame ? Oui. Mais globalement, l'imagerie, je dirais, moderne de l'endométriose a débuté il n'y a pas très longtemps, en fait, dans les années 90, par l'échographie pelvienne, par voie abdominale certes, mais par voie vaginale surtout, et aussi tous les progrès liés à l'IRM. Malgré les évolutions des outils de diagnostic, notamment en radiologie, il faut toujours compter en moyenne 7 ans entre les premiers symptômes et un diagnostic, parce que l'endométriose est longtemps restée sous les radars. Il y a quelques années, l'endométriose n'était pas enseignée, on n'avait pas de cours définis avec un polycopié précis avec un enseignant dédié pour cela. Maintenant, l'endométriose est clairement intégrée dans les différentes questions de l'internat, mais ça, c'est assez récent. La recherche et le rôle des médecins hospitalo-universitaires ont donc été centraux dans la prise en compte de l'endométriose, selon Pierre Collinet, qui insiste aussi sur le rôle primordial des patientes. Ces associations de patientes qui ont débuté probablement au début des années 2000 ont eu une action très très forte auprès des professionnels, qu'elles ont associé d'emblée pour des comités scientifiques pour essayer de travailler sur une meilleure information.
J'avais mal 24 heures sur 24, qu'il y ait règle ou pas, 2 poignards enfoncés dans l'utérus. Il faut trouver des solutions, ça touche une femme sur 10. Conseiller aux femmes donc d'adhérer aux associations, d'être proactives, autant mettre cette colère dans quelque chose de positif qui pourra peut-être ouvrir les yeux. J'ai créé l'association Endomind pour faire entendre ces femmes, les rendre visibles aussi, pour l'amélioration de la prise en charge de la maladie. Jusqu'à ce que les sociétés savantes, parce que cette pathologie était bien connue, proposent des recommandations pour les pratiques cliniques, que ce soit à l'échelle de la France. Les premières recommandations du Collège national des gynéco-obstétriciens, le CNGOF, à mon sens, remontent à 2006. Et les deuxièmes que j'ai eu la chance de coordonner remontent à 2018. Puis jusqu'à ce qu'on arrive à la stratégie nationale, où là, clairement, ça fait beaucoup de choses. Une stratégie pour quoi faire ? Il s'agit de construire un programme de recherche qui ait un vrai impact et qui entraîne dans son sillage toutes les forces médicales. Je souhaite pour cela que soit mis en œuvre un programme de recherche d'envergure nationale sur l'endométriose. Parmi les projets innovants, une étude d'ampleur sur le diagnostic de l'endométriose via un test salivaire. Nous, ici, à l'hôpital privé Le Bois, on fait partie des centres investigateurs. Dans le cadre de cette recherche, on est dans la capacité de proposer cette étude aux patientes. Le praticien, lorsque la patiente présente des symptômes qui pourraient faire évoquer une endométriose, lorsque l'imagerie, que ce soit l'écho ou l'IRM, ne montre pas d'endométriose et que les traitements médicaux n'ont pas été efficaces, et qu'on se pose la question d'une éventuelle célioscopie pour rechercher une endométriose qui n'aurait pas été vue à l'IRM, là, dans cette situation, avant de faire la célioscopie, on peut proposer à ces patientes de faire le test salivaire. Ce qu'on recherche à l'heure actuelle, indépendamment des valeurs diagnostiques de ce test, c'est comment ce test va modifier la prise en charge. Est-ce que ça va réellement améliorer la précocité du diagnostic ? Est-ce que ça va modifier le parcours de soins ? Est-ce que ça va réellement porter profit, je dirais, aux patientes ? Là, actuellement, il y a encore un petit peu de recherche qui a été demandée par la Haute Autorité de Santé avant de pouvoir recommander et rembourser ce test. Une étude qui n'aurait pas été possible sans le soutien de la direction recherche et enseignement de Ramsay. Moi, à titre personnel, j'avais été sollicité par les investigateurs de cette étude sur le plan national. Et oui, il y a eu un accompagnement de cette étude qui est quand même lourde à mettre en place sur toute la partie réglementaire, pour former les différents investigateurs, pour toute la logistique d'abord d'inclusion des patientes dans l'étude, ensuite la réalisation de tests, de récupération des données, de consultation d'annonces, plus toute la partie financière pour l'établissement et pour les praticiens. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement qu'on a eu du pôle recherche Ramsay sur l'île Métropole. Et clairement, merci, parce que je pense qu'à titre individuel, sur le plan d'un praticien isolé, c'est pas si simple que ça à mettre en place sans tout cet encadrement. Enfin, sur le traitement de l'endométriose, les 20 dernières années ont été marquées par des progrès importants, notamment dans le domaine de la chirurgie. Sur le plan technique, oui, la chirurgie d'endométriose s'est complètement révolutionnée sur les 20 dernières années. Premièrement, on voit d'abord, avant, certaines patientes avaient des laparotomies, et clairement de la chirurgie d'endométriose, à part des situations exceptionnelles qui doivent être de l'ordre de 1 à 2%, mais globalement 98 ou 99% des patientes qui sont prises en charge pour une endométriose sur le plan chirurgical sont opérées par célioscopie. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure, surtout pour des jeunes femmes qui ont un projet de fertilité pour diminuer les adhérences. Le deuxième point, c'est que nos approches sont de plus en plus conservatrices. Par exemple, sur l'ovaire, ce dialogue qu'on a eu avec les médecins de la reproduction, on a eu des chirurgies qui étaient beaucoup moins traumatiques. Également sur la partie d'endométriose profonde, par exemple sur les chirurgies qu'on fait parfois sur la vessie, ou sur les urtères, ou sur l'intestin. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup d'innovations. Après, clairement, il y a des innovations qui sont plus sur de la technologie, comme l'assistance robotique, pour lesquelles on a déjà investigué, qui peuvent être dans certaines indications une innovation technologique qui peut être tout à fait bénéfique pour les patientes. Après, on utilise aussi de plus en plus des systèmes d'imagerie pour essayer d'avoir une sorte de réalité augmentée ou de réalité au cours de ces chirurgies pour mieux, par exemple, limiter le risque de complications. Plus globalement, l'approche pour traiter l'endométriose douloureuse repose de plus en plus sur une approche multidisciplinaire et holistique. Pour l'endométriose douloureuse, la plupart des patientes ont initialement été traitées de manière relativement standard, je dirais, par des gynécologues médicaux ou des chirurgiens. Et donc l'approche, elle était uniquement basée sur des traitements hormonaux et ou parfois de la chirurgie. Et donc ces approches-là, on a bien noté que ce n'était pas suffisant.
Mais actuellement, il est recommandé qu'en situation de douleur, il y ait toute une autre approche qui soit envisagée, en particulier avec des approches qui ont été proposées par des médecins de la douleur, avec parfois d'autres approches comme l'électrostimulation cutanée et tous les soins de support qui peuvent être associés à la prise en charge de la douleur. Donc il y a vraiment une approche beaucoup plus multimodale qu'elle l'était il y a quelques années, avec des centres qui se sont organisés pour pouvoir proposer non pas juste une consultation avec un gynécologue médical ou un chirurgien, mais aussi voir tous ces professionnels pour essayer qu'il y ait un accompagnement, plus rapproché et une meilleure efficacité, une amélioration de la qualité de vie. Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche clinique sur le site de Ramsay Santé.